Et si je vous disais que Thor est en fait le Père Noël, que Loki serait à l'origine de beaucoup plus de problèmes qu'on ne le croit, et qu'il n'existe pas un, ni deux, mais bien 3 Thor. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fan Theory. Et comme vous avez voté en masse lors du dernier épisode, on va s'attaquer au Marvel et plus particulièrement à la saga des Thor. Alors perso, ma première découverte de Thor n'est pas le grand blond musclé avec son marteau destructeur, mais un certain petit bonhomme gris. Hello, I am Thor, Supreme Commander of the Asgard Fleet. Thank you for coming, Thor. Alors oui, c'est pas la bonne licence, mais si vous l'avez, c'est que vous êtes des vrais. C'est ma série préférée. Mais quand est sorti le premier opus des Marvel avec le dieu asgardien, et surtout avec l'excellent Chris Hemsworth pour l'interpréter, j'avoue que j'ai revu la mythologie nordique sous un tout autre angle. Et après de multiples recherches sur le blondinet aux yeux bleus, on se rend compte qu'il a bien des choses à cacher. Après chaque théorie, je vais vous partager des recherches et mes avis sur la vraisemblance de ces histoires. Et n'hésitez pas justement à faire de même en commentaire en me disant si pour vous, elles sont crédibles ou pas crédibles. Alors pour info, il vaut mieux avoir vu tous les films Marvel, même si je vous recontextualiserai à chaque fois pour les théories. Et pour la toute dernière, on va un tout petit peu spoiler le dernier film, Thor Love and Thunder, qui vient de sortir au cinéma. Allez, c'est parti donc pour la première théorie. Alors oui, on part de loin, mais cette théorie vient d'un papa et de sa petite fille. Et personnellement, je la trouve plutôt pas mal. Dans Avengers Infinity War, Thor reçoit Stormbreaker de la part de Eitri, après qu'il l'ait fabriqué dans la forge de Nidavellir. L'arme permet d'accéder au Bifrost et est plutôt pas mal puissante en vrai. Elle a même guéri Thor de ses blessures et a restauré son armure. Il semblerait aussi que l'arme ait donné à Thor accès à la Force d'Odin, l'une des magies les plus puissantes de l'univers. Voilà, donc ça c'est la première partie de la théorie, qui est en soi plutôt logique, mais c'est maintenant que ça se complique. Pourquoi Thor n'est-il pas en forme, voilà l'euphémisme, dans Avengers Endgame? Il a environ 1500 ans et a passé donc toute sa jeunesse à boire, à manger et à se battre. Alors pourquoi s'est-il laissé aller et comment a-t-il fait pour prendre tout ce poids pendant les 5 années qui ont suivi le snap de Thanos? Tu vas bien? Ouais, très bien. Pourquoi? Quoi, j'ai pas l'air d'aller bien? Bah, tu ressembles à rien. La raison serait la force d'Odin, justement. Pour la fille de 10 ans du théoricien, Thor ressemblerait au Père Noël. Gros ventre, longue barbe, cardigan à motifs. Alors oui, ça peut paraître un peu simpliste, dit comme ça, mais il semblerait que dans certains mythes, Odin, donc le papa de Thor, serait en fait la source de l'histoire du Père Noël. Odin venait sur Terre avec son traîneau de 8 chevaux, qui ont pu devenir en fait des reines au fur et à mesure, et il offrait des cadeaux aux enfants, et avait quand même, on va pas se mentir, bien l'allure du Père Noël qu'on connaît. Comme Stormbreaker renferme la force d'Odin, Thor reprend les rênes de son père, merci pour la blague Mélanie, et devient donc à son tour une image du Père Noël. Pour moi, cette théorie est intéressante, un peu logique, et en plus j'adore les histoires de Père Noël, mais c'est pas trop crédible. Alors, reprenons les éléments un par un. Alors, oui, Thor fait fabriquer Stormbreaker. Très bien. Dans les comics, l'arme a bien été créée par Odin pour Beta Ray Bill, qui est une sorte de version alternative de Thor. Jusque-là, on est bon. L'arme a de grandes chances de posséder la force d'Odin. Mais c'est le côté Super Noël, où j'ai un petit peu de mal. Forcément, oui, vous aussi, vous y avez pensé à ce film qu'on regardait quand on était petit avec Tim Allen, qui devient petit à petit le Père Noël à la place du Père Noël, parce que il a eu un accident sur son toit. Est-ce que le fait que Stormbreaker renferme la force d'Odin permet une sorte d'héritage génétique un peu chelou? Je sais pas trop. Mais bon, si c'est le cas, faut déjà voir si Odin est bien à l'origine du Père Noël. À la base de la base, le Papa Noël, en fait, c'est une figure des mythes hollandais qui fêtait Saint Nicolas de Myre, ou, excusez mon accent, Sankt Nicolaas, ou Sinterklaas. Quand des immigrés hollandais ont débarqué aux États-Unis, ils ont anglicisé le nom pour que ça devienne Santa Claus. Ok, mais c'est quoi en fait le rapport avec Odin là-dedans? Bien avant cette période, les Vikings fêtaient Yule, autour du solstice d'hiver, donc dans les alentours du 21 décembre. D'après leur légende, on pouvait voir les nuits de Yule une énorme chasse sauvage traverser le ciel, une sorte d'armée de fantômes avec à sa tête Odin. On avait déjà un petit peu la figure du vieux monsieur un petit peu gras et avec la barbe blanche. Pour se déplacer, il montait Sleipnir, un cheval à 8 pattes. 8 comme le nombre des reines du Père Noël. Et ces nuits-là, Odin offrait des cadeaux aux enfants qui avaient été sages. Donc en fait, ouais,
Odin est bien à la base du mythe du Père Noël. Ce qui veut dire que s'il passe sa force à son fils, pas étonnant que celui-ci devienne le Père Noël à son tour. Et puis aussi, si vous avez vu Thor Love and Thunder, ou même juste la bande-annonce, à un moment il se balade sur un bateau, une sorte de char, tiré par des chèvres. Look at those! They are wonderful! Yes, they are. They also scream quite a lot. Et je me demande si à un moment il lance pas un petit ho ho ho. Est-ce que ça veut dire que Thor serait devenu le Père Noël ? Dans le premier film Thor, Asgard est attaqué par les géants de glace. En représailles, Thor il va à Jotunheim avec ses poteaux pour punir les géants. Il rencontre finalement le roi des géants qui leur dit que s'il les attaque, il y aura de sacrées représailles. Alors que Thor commence à faire machine arrière, le roi lui sort une dernière phrase que le blondinet apprécie pas des masses. Rentre vite chez toi, petite princesse. Gagné. Et ça enrage tellement Thor qu'il s'attaque finalement aux géants de glace et patatras, hein, ça dissout la trêve entre Asgard et Jotunheim. Papa Odin se fâche sévère contre son gosse, le bannit et l'envoie valdinguer sur Terre. Et voilà, fin de l'histoire. Hey. Une théorie avancerait donc que ce n'est pas le roi des géants de glace qui aurait insulté Thor, mais bien Loki, grâce à une de ses illusions. On sait que Loki maîtrise parfaitement la duplication et la métamorphose, hein. Il le prouve plusieurs fois par la suite. Il aurait donc pris l'apparence du roi des géants de glace pour faire enrager Thor avec cette pique, hein, sachant parfaitement que son frère allait se déchaîner après ça. Et donc, par effet boule de neige, hein, forcément ça allait mettre Thor dans une mauvaise posture par la suite et entraîner plein de problèmes. Franchement, cette théorie est pas mal crédible, et elle me rappelle même certains films avec un certain Marty McFly, qui n'aime pas qu'on le traite de... Mauviette! De quoi tu m'as traité, Griff? Et comme pour Thor, ça devient un peu le début des ennuis, on va dire. La seule chose qui pourrait contrecarrer cette théorie, c'est que Loki tente en fait de calmer Thor quand il est face au roi des géants de glace, et qu'il lance un petit... Dame. Après que le roi, ou lui, donc, ait traité Thor de princesse. Mais bon, hein, rappelons que Loki est le roi de la malice, hein, donc faire semblant de pas être content pour garder la face dans son piège, c'est pas non plus totalement improbable. Et puis bon, je sais pas pour vous, mais bon, quand on regarde l'ensemble des films et des séries Marvel, c'est pas déconnant de se dire que c'est la faute de Loki pour à peu près tous les problèmes. Même si on l'aime très très fort, hein. Tom Hiddleston n'a jamais dans mon cœur. Avant de découvrir l'utilité des pierres d'infinité et du gantelet, on a pu les voir très rapidement dans le premier film Thor, au moment où les géants de glace tentent de voler le coffre des anciens hivers, la source de leur pouvoir. Dans la pénombre d'une alcôve, on peut apercevoir le gantelet ainsi que les pierres d'infinité. Dans Avengers, l'ère d'Ultron, Thanos finit par récupérer le fameux gantelet. Sauf que si on y regarde de plus près, il est différent de celui gardé par les Asgardiens. Et ouais, celui-ci c'est un gant de droitier, alors que celui de Thanos est un gant de gaucher. À cette époque, Kevin Feige, le président de Marvel Studios, a confirmé qu'il existait bien deux gantelets d'infinité dans le Marvel Cinematic Universe. Et il a aussi expliqué que le gantelet des Asgardiens finirait sûrement par entrer en jeu. On pensait alors que les Avengers allaient se mettre à la course aux pierres d'infinité, eux avec le gantelet droit et Thanos avec le gauche, et qui pourraient ainsi combattre le méchant à armes égales. Bon, vous vous en doutez, hein, cette théorie est pas du tout crédible, même si elle soulève quelques points intéressants quand même. Pourquoi il existe un second gant de l'infinité avec toutes ces pierres dans la salle au trésor d'Odin? Si Kevin Feige disait que ce second gant allait avoir une utilité, il est assez vite revenu sur ses propos quand même. Quand le premier Thor était en production en 2010, Marvel Studios n'avait pas encore décidé d'ajouter le gantelet d'infinité dans l'histoire. Il n'arrivait que bien plus tard, seulement dans la scène post-générique de Avengers, l'ère d'Ultron en 2015. Et d'après Kevin Feige toujours, il s'agirait plus d'un easter egg, un petit clin d'œil à un des éléments centraux justement des comics Marvel. Il y a aussi une autre hypothèse qui serait qu'en fait Odin ait créé un faux gantelet pour tromper ses ennemis, un peu en mode regardez, c'est moi qui l'a, vous pouvez pas taper, je suis trop fort. On a aussi totalement une preuve que c'est un faux dans Thor Ragnarok quand Hela le dégomme avec juste une petite pichenette. Les trésors d'Odin. Factice. Presque tout ce qui se trouve ici est factice. Bon,
Donc il n'existe pas de second vrai gantelet. Mais par contre, il y a une chose qui est assez intéressante, c'est qu'on découvre dans les films que le gantelet originel de Thanos a été forgé par les nains de Nidavellir, avant qu'il les tue tous et qu'il épargne seulement le roi Eitri. Tu as dit que Thanos avait un gantelet, pas vrai? Ouais, pourquoi? Est-ce qu'il ressemblait à ça? Eitri, qui a forgé Stormbreaker pour Thor. Est-ce que dans sa conception du gantelet, le roi des nains a glissé un petit vis de fabrication pour permettre à Stormbreaker de le détruire? C'est plus ou moins ce que semblent dire les co-scénaristes Christopher Marcus et Stephen McFeely. I imagine it might have something to do with the fact that the same guy made both of them. So it's dwarfen magic. Yeah, we dwarfen? figure Eitri can make what he likes for whom he likes, and Donc, est-ce que finalement ce second gantelet aurait pu être créé par Eitri pour faire une sorte de diversion? Peut-être. Je ne sais pas. Là, j'improvise. Alors, on en pense quoi de ces théories? N'hésitez pas justement à me donner votre avis en commentaire, pour me dire si pour vous elles sont crédibles ou non. Et pour terminer, je veux parler d'une théorie en rapport avec le dernier film qui vient de sortir, Thor Love and Thunder. Alors de base, j'avais un petit peu cherché sur Twitter des propals de théories, et bizarrement, la seule qui ressortait, c'était la théorie, comme quoi Thor Love and Thunder aurait pu être un bon film sans les scènes coupées. Alors bon, je vais pas vous mentir, j'ai pas passé un moment incroyable. Il y a quelques très gros problèmes de cohérence et de faux raccords, surtout avec une histoire de pépins autour de la bouche au début du film qui m'a complètement fait phaser. Mais bon, j'ai quand même pu en retirer quelques éléments intéressants, dont cette dernière théorie où il vaut mieux avoir vu le film, mais en vrai, je spoil pas énormément puisque quasiment tout est dans les bandes annonces. Donc c'est parti. Dans Thor Love and Thunder, on découvre que les dieux sont menacés par un être qui veut leur destruction. Oupsie. Pour le combattre, Thor et Korg cherchent à lever une armée et ils sont rapidement rejoints par Jane Foster, qui se retrouve avec les pouvoirs de Thor après avoir rassemblé les morceaux de Mjolnir et ainsi devenir Mighty Thor, une sorte de variation du dieu mais en femme. Ensemble, ils se rendent sur Olympia pour recruter d'autres dieux. Bon, autant vous dire que ça se passe pas super bien, Mais après ce désastre, Korg, donc l'ami en pierre de Thor, lui propose un autre lieu pour enrôler son armée. Sakaar. Je sais pas si vous vous souvenez, mais en fait c'est la planète où échouent Thor et Loki dans Thor Ragnarok. Créé par le grand maître, c'est un lieu où la bagarre est à l'honneur et dans lequel est organisé le tournoi des champions. Des sortes de combats de gladiateurs interstellaires. Thor y retrouve même Hulk, qui est devenu justement le champion du grand maître. Et ils finissent par s'échapper ensemble, avec l'aide de Valkyrie. Mais en fait, pourquoi Thor et Korg veulent retourner sur cette planète dont ils ont vraiment galéré à s'échapper? En vrai, Sakaar étant une cité de champions où ça bagarre sévère, normal d'y penser à cet endroit. Mais s'ils veulent y aller, ce n'est pas pour n'importe quel champion. Si vous vous souvenez, dans Thor Ragnarok, quand Valkyrie a attrapé Thor qui vient de débarquer, il survole la tour du grand maître. Et sur la façade, on peut voir la tête de plusieurs personnages. Vu le lieu, on peut se dire que par exemple c'est la représentation de grands champions, affichés ainsi pour leur rendre honneur. Et parmi ces visages, on peut distinguer une sorte de crâne de monstre, de cheval, de je sais pas trop quoi, avec un casque. Et bien cette tête, elle représente Beta Ray Bill, qui n'est autre qu'une variation de Thor. La théorie avance donc que pour défaire ce tueur des dieux, Thor voulait engager Beta Ray Bill, et avec Mighty Thor incarné par Jane Foster, monter une sorte de trio thoresque et défoncer la tronche du vilain pas beau. Ou alors se mettre à la musique nordique alternative, vu leur style à tous les trois. Alors, même si cette théorie n'est donc pas suivie dans le dernier film, elle est pourtant tout à fait crédible. Déjà, petite histoire de comment Beta Ray Bill est devenu une sorte d'alternative de Thor. À la base, en fait, c'est un extraterrestre semi-humanoïde qui affronte Thor et lui prend Mjolnir, dont il devient en fait le nouveau maître. Évidemment, Papa Odin est pas super ravi et il décide de faire combattre Thor et Beta Ray Bill sur Asgard pour décider qui gagnera le marteau. Après la bataille qu'il gagne, pourtant, Bill décide en fait de ne pas récupérer l'arme du dieu. Et Odin, en toute sa clémence, en fait décide de lui en offrir une nouvelle, que vous connaissez, puisqu'il s'agit de Stormbreaker. Ben oui, j'en parlais plutôt dans la première théorie. Mais bon, si cette histoire n'a pas été reprise justement dans les films Marvel, ça montre malgré tout qu'il y a
un lien indéfectible entre Thor et Beta Ray Bill. Ce qui fait que la théorie ou cette alternative de Dieu le rejoint dans sa quête n'est pas totalement invraisemblable. Cette idée a tellement enthousiasmé les fans des comics Marvel qu'un journaliste a même proposé le nom de Keith David pour doubler Beta Ray Bill. Et l'acteur, que vous avez pu voir dans The Things ou Armageddon, ou même c'était aussi la voix du docteur Falicier dans La Princesse et la Grenouille, il est super enjoué par l'idée de faire ce perso. Et vu qu'une suite de Thor est confirmée à la fin du dernier film, peut-être verra-t-on cette nouvelle alternative à l'écran aux côtés de Chris Hemsworth. En vrai, je sais pas, parce qu'on n'a ni de date, ni en fait le format que va prendre cette suite, mais c'est une théorie assez intéressante qui, je pense, peut garder dans un coin de la tête. Alors, elles sont crédibles ou pas pour vous ces théories? Je vais pas vous mentir, j'avais un petit peu peur en me lançant justement dans le MCU que ce soit un peu compliqué de dénicher des théories vraiment pertinentes. Mais au final, je suis assez contente parce qu'en fait j'ai découvert plein de choses sur Marvel et les comics qui sont, j'avoue, bien plus passionnantes que j'aurais cru. Et en plus maintenant vous savez d'où vient le Père Noël, voilà. C'est fou ça quand même, on en apprend des choses tous les jours. N'hésitez pas justement à partager vos propres théories sur la saga Thor ou même les Marvel en général, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus quand même. Et dites-moi aussi quel film vous aimeriez qu'on parle dans les fan théories. Je choisirai, je pense, parmi tous les films proposés, celui qui a le plus de likes. Voilà, donc faites ça en commentaire. Pensez, comme toujours, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour me soutenir. C'est vraiment le plus gros soutien en fait que vous pouvez m'amener. C'est vraiment juste un petit clic sur s'abonner et la partager aussi si c'est possible pour vous en me taguant sur Twitter, Instagram ou encore TikTok. Et si vous voulez me donner un petit coup de main, pensez également à faire un tour sur mon Utip. Même avec juste 1 € de don, c'est déjà énorme pour moi en fait, pour acheter du matériel, payer les licences et faire des vidéos encore meilleures mieux. Et sur ce, je vous dis à très vite pour d'autres fan théories encore plus folles les unes que les autres. Ventilo. Ah, j'ai si chaud, c'est horrible. Ah, je sue de partout et de la moustache. Ah.